Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 26 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. La plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile du Chesnay n'ouvrira pas. La préfecture l'a annoncé cette semaine suite à l'inquiétude d'une partie des habitants. En cause l'emplacement du site, nous y reviendrons. Et cette semaine a commencé la 6e édition de la quinzaine des usagers vulnérables. De nombreuses actions régionales de prévention sont mises en place en Ile-de-France et dans les Yvelines, ceci afin de sensibiliser les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de deux roues motorisées aux dangers qu'ils encourent. Pour nous en parler ce soir, notre invitée Béatrice Rigaud-Juré, coordinatrice départementale de la sécurité routière dans les Yvelines. Et Roland Garros a commencé le week-end dernier. Aujourd'hui, dans notre chronique sport, nous vous emmenons regarder du côté des coulisses à la rencontre de Sébastien Lomellini. Ce n'est pas encore une star du classement ATP, mais un jeune Yvelinois qui est ramasseur de balles cette année dans le tournoi. Nous l'avons rencontré. Et pour commencer cette information, aujourd'hui, salariés, étudiants et chômeurs étaient appelés à se mobiliser contre le projet de loi de travail dans les rues de Paris. Les premiers chiffres sont tombés. Entre 18 000 et 100 000 personnes auraient manifesté. Ces chiffres ne sont bien sûr non définitifs. Dans les transports, la grève SNCF a été moins suivie ce jeudi qu'elle ne l'était hier. Le RER n'étant pas très affecté par le mouvement social, pas de perturbations sur la ligne C. 3 trains sur 4 circulaient sur la ligne N du Transilien et 3 sur 5 sur la ligne U. La direction de la SNCF confirme par ailleurs un retour progressif à la normale, quasi généralisé pour demain vendredi 27 mai. Et en ce qui concerne la pénurie d'essence, l'État a eu recours à des mesures exceptionnelles hier pour éviter la pénurie, comme des ponctions dans les réserves stratégiques de carburant et des interventions musclées pour débloquer 11 dépôts pétroliers paralysés par des manifestants. De nombreuses stations rationnent le carburant. À présent, les usagers ne peuvent parfois acheter que 20 € de gasoil ou d'essence. La situation devrait se compliquer. Le mouvement de grève, les blocages des raffineries, 5 sur 8 sont bloqués hier, devraient se poursuivre cela jusqu'à vendredi. Et toujours en lien avec la mobilisation aujourd'hui, un seul quotidien était présent dans vos kiosques, vous l'avez peut-être remarqué. L'Humanité est le seul journal à avoir accepté de publier la tribune de Philippe Martinez, chef de file de la CGT. Les autres quotidiens auraient donc refusé la publication et donc ont été bloqués en impression, mais aussi en distribution. Nous sommes allés vous demander ce que vous en pensez de cette pratique. Écoutez, il faut un blocage pour tout, pour se faire comprendre et se faire entendre. Là, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution, parce que justement, les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Donc, bloquer certaines choses, oui, mais peut-être pas les informations. Malheureusement, parfois, on est obligé d'en arriver là pour pouvoir se faire entendre. Donc, il y a forcément des gens qui en pâtissent. Mais si ça peut faire entendre les choses à Madame El Khomri, pourquoi pas. Après, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de procéder. Pas légitime. Pour Pourquoi moi, pas légitime. Et puis ça, parce que je trouve que c'est pas normal de priver tout le monde de journaux pour une tribune que quelqu'un veut publier. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre, c'est tout. Je trouve que c'est l'accès à l'information et que ça ne devrait pas être politisé. Je pense que la CGT se met vraiment tout le monde à dos en ce moment. Et on regardera un petit peu plus tard ce que ça donne, mais ils n'ont rien à gagner là-dedans. Et je vous le disais en titre, la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile du Chesnay n'ouvrira pas. C'est une annonce de la préfecture et de la mairie de la ville qui est tombée vendredi dernier. La semaine dernière, les habitants du Chesnay avaient exprimé leur mécontentement devant le bâtiment situé à proximité de l'école versaillaise Saint-Jean-Ulst. Un emplacement qui provoquait la colère et l'inquiétude des parents d'élèves et des riverains. Plus de détails avec Camille Lambert. C'est dans ce bâtiment du Chesnay que les demandeurs d'asile devaient être enregistrés en vue d'un accueil en préfecture. Un projet désactivé vendredi 20 mai par le préfet des Yvelines en réponse aux inquiétudes des riverains. La plateforme d'accueil devait être située rue Laurent Godet à proximité d'une école, ce qui a provoqué l'incompréhension des parents d'élèves et de la mairie du Chesnay. Même si nous sommes tout à fait conscients qu'il est nécessaire de pouvoir instruire le dossier des migrants, ce lieu n'est pas du tout fait pour, dans une rue étroite du Chesnay et contigu à Versailles, puisque nous sommes en face à l'établissement de Saint-Jean-de-Béthune qui a plus de 4000 enfants qui sont là, avec peu de trottoirs. Donc un lieu tout à fait inadapté. Philippe Briot affirme n'avoir été au courant du projet que 2 semaines avant l'ouverture prévue. Plusieurs habitants ont manifesté dans la rue le 17 mai en face du bâtiment lors d'une visite. Même après son annulation, le projet divise. Cet afflux de migrants incontrôlés n'est pas du tout une source de sécurité pour la ville. Ils auraient dû ouvrir quand même. Parce qu'ils ne font rien de mal quand même, ces gens-là. C'était mieux qu'on trouve un autre endroit que de mettre ça près d'une école.
d'autres endroits au Chênay qui poseraient pas ce genre de problème. Et je peux comprendre l'inquiétude des parents. Le lieu aurait dû ouvrir la semaine du 23 mai et accueillir des demandeurs d'asile soudanais, tibétains et marocains, une 60aine par semaine, essentiellement des hommes âgés de 30 à 40 ans. L'association Coalia, en charge de la gestion de la plateforme, ne jugeait pourtant pas l'emplacement inadapté. Les personnes viennent, elles nous gérons leur situation, nous enregistrons, nous les aidons à remplir leur formulaire d'admission de séjour, prenons leur rendez-vous, elles repartent avec leur rendez-vous et ensuite elles continuent leur parcours. C'est un service qui n'était pas de nature à provoquer du désordre. La préfecture des Yvelines n'a pas souhaité communiquer. Elle cherche actuellement d'autres lieux plus appropriés pour accueillir la plateforme de Coalia. Philippe Brio s'est engagé à aider les services de l'État dans cette direction. Et l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines organise pour la première fois un congrès sur l'histoire des médias pendant 2 jours. Conférences et tables rondes vont se succéder au théâtre et à la bibliothèque de l'université. Un événement qui est à l'initiative du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Il rassemble de nombreux spécialistes et historiens autour du thème de penser les médias. Les détails avec William L. Pendant 2 jours, ils vont confronter leur méthodologie et leurs expertises. Ces scientifiques spécialistes des médias venus présenter leurs travaux sur l'histoire des médias vont apporter un autre regard sur le sujet. Nous sommes aujourd'hui, tout le monde peut s'accorder pour le dire, pétris, nourris de culture médiatique. Cette culture médiatique, elle vient de loin et précisément, c'est ce que nous étudions. On va faire le point sur la recherche, sur nos méthodes, sur nos problématiques, sur les perspectives d'avenir de la recherche, alors que cette recherche est beaucoup développée depuis une 20aine d'années. Presse écrite, radio, télévision ou Internet, tous les formats sont développés. Des formats mais aussi des questions sur la place du journaliste, celle du lectorat ou encore l'approche du genre dans les médias. L'arrivée d'Internet est une révolution qui a la même dimension que celle de l'imprimerie à la fin du XVe siècle. D'immenses conséquences. Il est normal que du même coup on soit désemparé. L'histoire des médias peut aider en rappelant ce qu'est la longue durée, en réinjectant de la lenteur dans la réflexion et dans les comportements. L'histoire des médias peut aider, je crois, les citoyens à se comporter de façon plus lucide et plus efficace devant Internet qui désormais envahit nos vies. L'événement, organisé en collaboration avec 5 autres laboratoires de recherche franciliens, devrait revoir le jour d'ici 2 ans. Jusqu'à demain soir, de nombreuses tables rondes seront organisées, de l'archéologie à l'histoire du jeu vidéo, une manière de comprendre et anticiper l'avenir des médias en étudiant leur histoire. Et ce matin, jeudi 26 mai, avait lieu au Palais des Sports de Maurepas le premier challenge robotique scolaire organisé par la ville d'Elancourt. 400 élèves saint-quentinois de la maternelle au lycée étaient présents. Chaque groupe était invité à présenter son robot devant un jury composé d'ingénieurs, de représentants de l'éducation nationale et des différents partenaires. Camille Lambert et Sephora Namani étaient présentes. MindRobot, c'est le nom du robot construit par 5 élèves de la première S1 du lycée du Mont-Durville de Maurepas. Ils participent au premier challenge robotique scolaire organisé par la ville d'Elancourt. 1 heure par semaine avec leur professeur d'informatique pendant 4 mois, ils ont construit leur robot et ont appris à le coder et le programmer. Ce projet il nous a permis de travailler en équipe, d'apprendre à programmer. Donc c'est une interface nouvelle, on ne connaissait pas ça avant. La plus grosse difficulté pour ce projet, c'est de le faire tourner. Donc on a dû créer un programme spécial pour le faire tourner et l'appliquer à tous les autres. La plus-value pédagogique, c'est qu'on fait plus court, chapitre 1, contrôle, chapitre 2, contrôle, on fait du projet. Donc soit le projet, on réussit, soit on ne réussit pas, comme dans la vraie vie. Ça leur apprend à s'organiser, à travailler en équipe, à prendre en compte la vie des autres. Plus de 400 élèves de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines étaient présents ce matin pour l'occasion au Palais des Sports de Maurepas. De la maternelle au lycée, chaque groupe présentait son projet pédagogique. Celui-ci pouvait être accompagné d'un projet artistique pour que les jeunes développent compétences scientifiques et techniques de façon ludique. Saint-Quentin est dans les 8 zones mondiales classées par le MIT dans l'innovation. Actuellement, aujourd'hui, un robot, on est à 1% de ses possibilités. Demain, il sera à 100%. Donc il s'agit que les enfants comprennent ça, élaborent, s'emparent, s'approprient cette nouvelle culture qui fera marcher les usines demain. Donc voilà, on les forme tout de suite à être les meilleurs techniciens, à être des ingénieurs de cet avenir qui arrive bien sûr sur le monde avec le numérique. Un jury composé d'ingénieurs, de représentants de l'éducation nationale et des différents partenaires a récompensé les lauréats de chaque catégorie de la maternelle au lycée.
Chaque vainqueur a pu repartir avec son robot. Les lycéens ont même eu la chance de remporter un mini-drone. Et parlons santé à présent, il répare plus de 5000 mains par an. C'est le centre d'urgence de la main de l'hôpital privé de l'Ouest parisien à Trappes. Il fait partie des premiers centres d'excellence pour soigner la main en Ile-de-France. Frédéric Lefebvre, l'un des 12 candidats déclarés à la primaire de la droite et du centre, s'est rendu ce lundi dans ce service. Le retour sur cette visite avec Fanny Bourdillon. Un service d'urgence, 3 blocs opératoires, 7 chirurgiens, l'hôpital privé de Trappes s'est spécialisé dans la main. Il se place premier en Ile-de-France en nombre d'urgences opérées de la main et de l'avant-bras. En 2015, ils ont réalisé plus de 5000 interventions. On a un très grand bassin d'attraction qui va loin jusqu'à Chartres, Dreux, Rambouillet, donc ça dépasse les Yvelines. Nous sommes un centre d'expertise qui est reconnu sur l'ensemble de la France parce que nous sommes régulièrement classés dans les 10 à 15 premiers centres de la main de France et nous sommes en général le premier ou le deuxième centre d'urgence de la main pour l'Île-de-France. En 2007, la Fédération des services urgence main décerne à l'hôpital de Trappes le label SOS Main qui atteste de l'expertise du centre. Frédéric Lefebvre, en campagne pour les primaires des Républicains, s'est rendu sur place ce lundi pour rencontrer les équipes. Je voulais d'abord me rendre compte sur place de l'efficacité de ce qui a été mis en place, notamment la coopération, ce qui est très rare entre le public et le privé, et le fait qu'on se soit placé du côté du patient pour construire un système d'une grande efficacité. La chirurgie de la main, SOS Main et tout ce qui a été entrepris ici à l'hôpital de Trappes doit servir d'exemple plus globalement pour réformer le système. Ce grand chirurgien a créé cette structure en 2003. Aucun service spécialisé dans la main n'existait alors dans les Yvelines. Aujourd'hui, il fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la 6e édition de la quinzaine des usagers vulnérables a commencé cette semaine. Une campagne de sensibilisation effectuée par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement. À cette occasion, de nombreuses initiatives, des actions régionales de prévention sont mises en place en Ile-de-France et dans les Yvelines afin de sensibiliser les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de 2 roues motorisées. Pour nous en parler, ce soir, nous accueillons Béatrice Rigaud-Juré. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinatrice départementale de la sécurité des routières auprès du préfet dans les Yvelines. Alors précisément, dans les Yvelines, le programme est vaste. Il y a énormément d'initiatives pendant cette quinzaine. Oui, tout à fait. Je peux peut-être vous préciser les initiatives qui concernent surtout les jeunes. Et donc, cette année, nous menons une action vraiment très importante en étroite relation avec l'éducation nationale. Nous visons à travailler dans plusieurs lycées des Yvelines et nous visons très précisément les classes de seconde. Alors pourquoi justement les classes de seconde ? Eh bien, nous souhaitons, d'abord les jeunes de seconde sont les plus réceptifs en cette période de l'année, puisque les premières et les terminales préparent leur bac. Les secondes sont donc encore tout à fait ouverts pour recevoir nos messages. Et enfin, depuis 1 an, nous propageons la bonne parole. Et nous essayons de convaincre les scolaires de seconde de s'initier au permis de conduire, puisque désormais, dès l'âge de 15 ans, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la conduite accompagnée, dès l'âge de 15 ans. Alors, il y a aussi d'autres événements. Enfin, vous travaillez avec donc, les lycées, vous travaillez aussi après des entreprises. Il y a des initiatives pour justement les travailleurs qui utilisent leur voiture dans le cadre de leur travail ? Oui, tout à fait. Des entreprises comme Thales, Veolia lancent des opérations à l'égard de leurs salariés pour lutter contre l'accidentalité des salariés lors des déplacements professionnels. Ils ne sont pas assez informés en général ? Si, mais il faut toujours rappeler le respect de la règle. Les salariés sont toujours en retard quand ils arrivent au travail. Ils sont toujours très pressés lorsqu'ils se déplacent dans le cadre des horaires de travail. Et ils sont victimes d'accidents de la route trop fréquents. Alors, il y a un événement un peu phare dans cette quinzaine. Ça se passe mardi, donc à l'IGC de Saint-Quentin en Yvelines, avec la diffusion d'un documentaire justement de prévention. Oui, en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un documentaire, il s'agit d'un véritable film qu'a réalisé Colline Serrault il y a déjà quelques années. Et ce film est une sorte de documentaire dans la mesure où il n'est pas réalisé par Colline Serrault avec des comédiens, mais elle s'est déplacée dans différents centres de sensibilisation à la sécurité routière, ce qu'on appelait autrefois les centres de récupération de points. Et elle filme les Français tels que nous sommes. Et au fur et à mesure que se déroule le film, on voit l'évolution de l'esprit des Français qui avaient tendance
a méprisé les règles et qui, grâce à l'intervention des psychologues, des intervenants dans ces centres, évoluent et se rendent compte à la fin de leur stage que oui, ils doivent absolument changer de mentalité et de pratique. Est-ce que par la suite ce film sera diffusé au grand public? Il y aura une possibilité de le voir? Ce film a déjà été diffusé au grand public, tout à fait. Mais la présence du délégué interministériel à la sécurité routière, qui est rattaché au ministre de l'Intérieur, et sa présence tout à fait exceptionnelle dans les Yvelines, ainsi que la présence du préfet, doivent donner une dimension nouvelle à la diffusion de ce film, qui en fait n'est pas ouvert au grand public. C'est un film qui est réservé, la diffusion de ce film est réservée aux professionnels de l'éducation routière. Donc nous invitons les gérants d'auto-école, les gérants des centres de récupération de points et tous les acteurs de la sécurité routière dans le département. Alors c'est la 6e édition, vous avez suivi nombre de ces éditions de la quinzaine des usagers vulnérables. Est-ce que ces usagers sont victimes des autres usagers de la route, donc les automobilistes, ou bien est-ce qu'ils se mettent eux-mêmes en danger, seuls? Oui, cette quinzaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des Yvelinois. Certes, certains sont plus victimes que d'autres des accidents de la route, mais nous sommes tous, parfois, sans nous en rendre compte, à l'origine d'accidents de la route. Nous en sommes victimes et nous en sommes aussi à l'origine. Donc il s'agit, pendant cette quinzaine, que chacun d'entre nous se réapproprie les règles de partage de la route et les règles du code de la route. Il y a peut-être des éléments de base à rappeler, mais que l'on oublie souvent en tant que conducteur. Selon vous, quels sont les éléments phares à rappeler qu'il ne faut pas oublier, que peut-être certains ont tendance à ignorer? Ne pas boire d'alcool avant de conduire. Ne pas consommer de drogue, d'ailleurs ceci est totalement interdit, mais ne pas en consommer du tout. Respecter strictement la vitesse. Enfin, respecter ce qu'on appelle le partage de la route. Accepter que la personne qui est devant nous conduise peut-être pas aussi bien qu'on le souhaiterait. C'est ce qu'on appelle le partage de la route. Respecter les piétons. Respecter les cyclistes. Respecter les deux roues motorisées, les motards. Et inversement, que les motards aussi respectent chacun des usagers de la route. Et justement, est-ce que parfois les piétons commettent des erreurs desquelles ils ne sont pas forcément à même de savoir et qu'ils se mettent en danger seuls? C'est tout à fait exceptionnel. Ce ne sont pas les piétons qui sont les principaux responsables de l'insécurité routière. Alors il y a aussi des revirements concernant le code de la route. On l'a vu dans l'actualité. Le code a changé, finalement il a été remanié. Est-ce que selon vous, il est adapté à la conduite actuelle? Alors, les revirements ne concernent pas le code de la route en lui-même. Le code, c'est un ensemble de règles que chacun nous devons respecter. Dans l'examen du code de la route. Voilà, ce qui vient ce qui est un petit peu nouveau, c'est la série de photographies que nous proposons aux candidats. Tout à fait. C'est quelque chose de renouvelé. Sans être véritablement nouveau, c'est quelque chose de renouvelé. Et c'est adapté à la conduite actuelle, selon vous? Peut-être qu'il faut approfondir justement ce code de la route, qu'il met peut-être pour protéger plus les usagers? Non, je pense qu'il est parfaitement adapté si chacun d'entre nous respecte ces règles. C'est parfaitement adapté. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, remettre un petit peu les idées au clair à certaines personnes qui ont déjà leur permis depuis un certain nombre d'années, mais ce serait envisageable aussi des initiatives dans ce sens? Oui, mais c'est ce que font les entreprises lorsqu'elles réunissent leurs salariés pendant cette quinzaine de la sécurité routière. Le fait que vous organisiez, par exemple, aujourd'hui, cette rencontre avec moi pour parler de la sécurité routière permet à chacun de se dire « Ah oui, tiens, il faut bien que je respecte les règles que j'ai apprises. Elles n'ont pas véritablement changé depuis que chacun d'entre nous a passé son permis de conduire. Simplement, nous devons les respecter et ne pas les négliger. » Si l'on fait un rapide bilan de la sécurité routière dans les Yvelines, ce sera ma dernière question. Il y a de moins en moins d'accidentés. Comment cela l'explique? Est-ce que les gens font plus attention avec les différentes campagnes qu'il y a eu? Oui, je crois que nous pouvons être optimistes. Effectivement, depuis une dizaine d'années, les tendances sont à la baisse. Néanmoins, une vie tuée, c'est une vie de trop. Nous avons le devoir de lutter jusqu'à ce qu'il y ait 0 tué sur les routes des Yvelines, et c'est ce à quoi nous nous employons collectivement. Merci beaucoup Béatrice Rigaud-Juret d'être venue sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Alors si vous souhaitez plus d'informations justement sur cette quinzaine de la sécurité routière dédiée aux usagers fragiles, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du yveline.gouv.fr qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à vous. Merci beaucoup.
Et les chiffres du chômage ont été dévoilés hier par Pôle emploi. Le chômage poursuit sa baisse en avril en Ile-de-France. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A n'ayant pas du tout travaillé dans le mois diminue ainsi de 0,5% par rapport à mars, soit 3 540 chômeurs de moins. Sur 3 mois, la baisse est de 1,4%. Pourtant, dans les Yvelines, on note une légère hausse de 0,4 points. Mais attention, ces données doivent, comme d'habitude, être commentées avec prudence car elles ont été perturbées spécialement par le comportement des personnes émargeant au service public de l'emploi. Il y aurait eu de nombreux défauts d'actualisation. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour la traditionnelle chronique sport du jeudi. Bonsoir à vous Mickaël. Bonsoir Florane, ravi de vous retrouver pour ce moment. Eh bien merci. Quel est le thème de votre chronique d'aujourd'hui? Alors sortez votre Panama et vos lunettes de soleil. Florane, aujourd'hui je vous emmène du côté de la Porte d'Auteuil. L'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde a débuté dimanche dernier. Je vous parle bien sûr de Roland Garros. Florane, les chiffres de ces internationaux de France vont vous donner le vertige. 128 joueurs et joueuses, 400 000 spectateurs, 1300 journalistes. Près de 4500 raquettes, 45 tonnes de terre battue, 66 000 petites balles jaunes. Sur les cours, 250 ramasseurs de balles ont été sélectionnés pour la compétition. On retrouve notamment une quinzaine d'Yvelinois. Parmi eux, Sébastien Lomellini, 13 ans, licencié au Tennis Club Igny-Montand depuis 5 ans. Il a été retenu pour la première fois par les organisateurs. On l'écoute. En fait, je voulais être ramasseur de balles pour voir des grands joueurs, voir des beaux matchs. Et c'est une occasion unique. Je suis quand même fière parce qu'on n'est qu'à peu près 250 sur 3000. Donc c'est pas beaucoup, c'est moins d'un dixième. Et surtout, on peut voir beaucoup de joueurs, c'est génial. Sébastien, ça a été un bon ramasseur toute la journée. Voilà, on a bien évolué sur toute la journée et un ramasseur plutôt efficace sur le terrain. Eh bien, donc il a bien de la chance. Quel est le programme type d'un ramasseur de balles pendant une journée à Roland-Garros? Est-ce qu'il fait un match et puis après il rentre chez lui? Non, pas du tout Florane. Pas du tout, je me trompe. Vous vous trompez. Les ramasseurs de balles âgés de 12 à 16 ans arrivent généralement très tôt le matin, entre 7h et 8h, et repartent le soir vers 21h. Ils réalisent au total 4 à 5 heures de ramassage par jour avec des rotations toutes les 30 minutes. Pour pouvoir tenir la cadence, Florane, il faut donc une bonne condition physique et surtout maîtriser parfaitement les gestes techniques du ramasseur de balles. En fait, il faut réfléchir avant la fin d'un point, ce qu'il faut faire après le point. Donc, et quand il demande la balle, faut lui donner, tout simplement. On a des balles dans la main et on les fait rouler vers les autres ramasseurs. Les bons roulés, c'est des roulés qui font pas de rebond et qui sont rapides. Pour être ramasseur de balles, il faut avoir une bonne motricité, être rapide, vif sur le terrain, avoir une bonne compréhension du jeu et être efficace sur les roulés, les lancers qui sont la technique de base du ramasseur de balles. Alors si on veut voir les fameux roulés de Sébastien, les roulés, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. On peut les voir sur quel cours? Pour le moment, Sébastien a officié notamment sur les cours numéro 16 et 17 depuis le tournoi de qualification. Il a notamment vu l'Espagnol de 32 ans, Guillermo Garcia Lopez, mais également les Françaises Pauline Parmentier et Mathilde Johansson. Mais le jeune Igny-Montand pourrait être surclassé dans les prochains jours, et notamment aller sur le cours central Philippe Chatrier ou le Suzanne Langlaine, comme nous l'explique son évaluateur. Ils sont notés toute la journée par les évaluateurs et en fin de journée, avec les superviseurs du staff, on fait un petit récap sur toutes les notes et après on les met sur certains terrains pour le lendemain. L'objectif de ce jeune Igny-Montand est de transmettre des balles au numéro 1 mondial Novak Djokovic ou à Rafael Nadal pour les quarts de finale ou les demi, où il souhaite évidemment de réussir son pari. Vous allez le voir dans les prochains jours, Florane? Alors, j'ai pas encore la chance, j'ai pas eu des billets pour la quinzaine comme vous, Mickaël. Voilà, vous êtes un peu plus chanceux, mais bon, si vous avez un billet en trop, n'hésitez pas à m'emmener. Vous avez un Panama et des lunettes de soleil? Toujours sur moi. On verra, alors, du coup, pour vous emmener. On vous retrouve, attention, je retiens ce que vous dites, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre talk. Si on parle sport, quel sera le programme? Alors, avec nos chroniqueurs, nous parlerons notamment de la montée en National 2 du Chesnay-Versailles, du boxeur alencourtois Marvin Petit, qui combattra sur le ring du Cirque d'hiver ce vendredi 27 mai, mais également du record d'apnée d'Andy Cabrera. On en avait parlé la semaine dernière. On en a parlé, c'est vrai. Un programme toujours captivant. Merci beaucoup, Mickaël. Maintenant, nous passons au 4e volet de notre série sur le CNC. Après avoir vu l'étendue d'un patrimoine cinématographique, l'inventaire et la valorisation des collections, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui le service de restauration des films. Lorsque la pellicule d'un film arrive au CNC de Bois d'Arcy, elle n'est pas toujours en bon état. Cette pellicule va donc passer dans un laboratoire. C'est Guillaume Lesquer et William L. qui vous montrent ça tout de suite. Et là, on a une essuyeuse aperto étivelle. Lorsqu'une pellicule arrive au laboratoire du CNC, c'est par cette machine qu'elle passe en premier.
Dans cette essuyeuse, les plus petits défauts du film, comme les poils ou les poussières, sont enlevés. Le film est immergé. On a 3 brosses, les 2 qui tournent à droite, ceux du milieu à gauche. À la sortie, la pellicule est propre et prête à passer à la prochaine étape, la tireuse. Mais certains films sont trop abîmés pour aller directement en machine et doivent passer par une restauration manuelle beaucoup plus poussée. En fait, avec les produits que vous voyez en dessous, qui vont en fait assouplir le film. Parce que quand un film se décompose, en règle générale, il se solidifie, il devient très très dur et cassant. Ce qui nous empêche totalement de les passer en machine en fait. Vous voyez, celui-là, il est très très abîmé, celui-là. C'est un très très bon exemple. Fort heureusement, tous les films ne sont pas abîmés comme celui-là. Sur ce film, les perforations sont abîmées ou arrachées, une casse qui est souvent due à un passage trop récurrent en machine de projection. Alain va devoir réaliser une collure à l'acétone pour rajouter les perforations manquantes. La plupart des entraînements en machine se font avec des petites griffes, des petits picots qui vont attraper les perforations et entraîner le film. Donc s'il n'y a plus de perforation, l'entraînement n'est pas possible. Lorsque les perforations sont restaurées, le film est en état pour passer à la tireuse. C'est ici que les films seront sauvegardés en dupliquant le film sur un nouveau support. La majeure partie des pellicules qui passent sur cette machine sont les films les plus anciens, sur support en nitrate. Ici transposés sur support de sécurité, car la sauvegarde reste l'objectif premier. Le but en argentique, c'est vraiment de préserver le maximum le négatif d'origine, pour pas qu'il s'abîme plus à force de manipulation. Le but de passer des films ici, c'est vraiment d'obtenir un nouvel élément. Par exemple, s'il y a un film où on n'a qu'un seul négatif, le négatif, c'est pas en soi un élément de travail. C'est vraiment, on va le dupliquer, on va faire un positif pour ensuite faire un contre-type qui est un négatif qui là est voué à être travaillé. Mais avant de pouvoir travailler dessus, le négatif doit passer par l'étape du développement sur cet appareil. La pellicule va rentrer d'un côté et passer par plusieurs bains. Les produits qu'il y a dans cette là vont révéler l'image, qui sont contenus dans la pellicule, dans les cristaux de sel d'argent. À la sortie de la machine, l'image apparaît enfin sur le film, un film qui va devenir le principal support de travail pour le CNC, permettant à l'original d'être préservé et conservé encore plus longtemps. À la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Demain, je vous retrouve pour votre journal de fin de semaine avec l'essentiel de l'actu. Je vous souhaite donc une excellente soirée et à demain.